Nous sommes le 1er novembre 2024. Jared Savant est un entrepreneur, il a 50 ans et décide de prendre son R44 qu'il s'est offert pour emmener sa femme de 35 ans et sa petite fille de 2 ans aller manger à 13 minutes de vol de là en hélicoptère. Jusque-là, si vous connaissez un petit peu les Nord-Américains, il n'y a pas grand-chose de choquant. Malheureusement, lors du vol retour, Jared va se mettre à faire des virages serrés à gauche, puis à droite, et finalement viendra écraser son Robinson R44 qui prendra feu, ne laissant aucune chance de survie aux 3 passagers. Un vol de nuit effectué par un hélicoptère privé, piloté par un privé, qui se termine mal. Jusque-là, vous allez me dire, c'est triste, mais c'est ni le premier, ni probablement le dernier. Eh bien en fait, cet événement a suscité beaucoup d'émotions dans la communauté aéronautique nord-américaine. Pourquoi? Eh bien parce que Monsieur Savant n'avait aucun droit de piloter ce R44. Il avait 139 heures de vol sur cette machine qu'il avait achetée, mais ne détenait comme seule qualification aéronautique qu'un certificat d'élève pilote, pas d'aptitude médicale, aucune certification pour voler en tant que commandant de bord, aucune certification pour voler de nuit. Bref, il s'est non seulement tué, mais également, si on regarde comme ça, on peut quasi le dire, assassiné sa femme, sa fille, et mis en danger la vie de tous les passagers qu'il avait embarqués jusqu'alors, mais également de toutes les personnes au sol qui n'ont rien demandé et qu'il a survolé de manière absolument illégale. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un tout petit peu sur le R44, sur cet événement, sur cette tragédie, et essayer de raligner un petit peu les gyroscopes, car c'est pas la première fois qu'en Amérique du Nord, on voit des déviations par rapport à la norme, ou la normalisation de la déviance, comme on aime le dire dans l'aérien. Allez, jingle. Alors le Robinson R44, c'est the best seller de l'aviation légère d'un point de vue hélicoptère. Il est fabriqué depuis 1993 par Robinson. Robinson, c'est américain. Ils se sont fait connaître dans les années 70 avec le R22, 2 places, R44, 4 places, et après vous avez le R66, plus gros. Le R22, il y en a quand même 4800 qui ont été fabriqués. Le R44, on est sur près de 6900 fabriqués. En 2018, par exemple, il y en a eu 209 de livrés. Ça se vend comme des petits pains. Ça vaut un demi-million de dollars à peu près. Et cela rend l'hélicoptère très accessible. On est sur un monomoteur, 245 chevaux, on a 2 pales, on fait dans les 680 kg à vide, jusqu'à 1 tonne à peu près en masse max. Et le R44 a eu quelques petits soucis au niveau des départs incendies. C'est un hélicoptère qui, en cas de crash, va avoir tendance, dans 12% des cas, d'après certaines études, à prendre feu, là où la majorité des hélicoptères, c'est dans 9%. Donc ils ont fait changer un peu les réservoirs dans les années 2010-2013, mais comme c'est un hélicoptère qui est très vendu, forcément, on entend régulièrement parler en termes d'accidentologie. La dernière fois que vous avez entendu parler, c'était peut-être en février dernier, avec l'ex-président chilien, M. Pinera, qui était un entrepreneur, pesait 2,7 milliards de dollars, et bien qui s'est tué, qui s'est écrasé. Heureusement, ces 3 passagers ont survécu, mais lui est décédé dans son crash. Pour pouvoir piloter un R44, il vous faut une licence. Et pour pouvoir avoir cette licence, il faut faire des cours, il faut avoir l'aptitude médicale, il faut ensuite passer vos brevets qui peuvent être privés, ce qu'on appelle le Private Pilot License, H pour hélicoptère, ou alors des brevets professionnels. Et après, si vous souhaitez voler de nuit, il vous faut une qualification de nuit. Si vous souhaitez voler aux instruments, il vous faut un hélicoptère qui puisse voler aux instruments, qui soit qualifié, et vous, il vous faut ce qu'on appelle votre IR, votre certificat d'instrument, ce qui est plutôt rare chez les hélicos. Pour la faire très simple, si on regarde un peu la pyramide des licences, dans tous les cas, il vous faut l'aptitude médicale. L'aptitude médicale qui peut vous autoriser à piloter pour le loisir, ou de manière professionnelle, ou alors avec des dérogations, avec par exemple un pilote en sécurité ou en équipage. Par exemple, moi j'ai eu des soucis de santé, à un moment j'ai récupéré une aptitude qui était multicrew. Je n'avais pas le droit de piloter commandant de bord seul sur un avion de transport public. Donc tout ça est très normé. Après, donc, vous avez élève pilote. Pour faire très simple, après vous avez pilote privé qui va demander 45 à une centaine d'heures de vol. Après vous avez, si vous souhaitez voler par tout temps, l'instrument rating, donc le vol aux instruments. Si vous voulez faire du multimoteur en avion, il vous faut une qualification multimoteur. Si vous voulez faire du travail en équipage en Europe, il vous faut une qualification CRM, Crew Resource Management. Si vous voulez traverser l'Atlantique en bimoteur, par exemple en Airbus A320 ou 321neo ou
330, il vous faut une qualification ETOPS pour avoir le droit de survoler des grandes zones où il n'y a pas de terrain de secours. Et si vous voulez la plus haute licence, la licence de pilote de ligne, eh bien c'est par exemple 1500 heures minimum avec un certain type d'heures, c'est ce qu'on appelle aux US l'ATP. Personnellement, j'ai l'ATP, je suis pilote de ligne américain, j'ai passé mes brevets aux États-Unis. La théorie, la pratique, donc je connais assez bien le monde réglementaire et la difficulté d'obtenir une licence aux États-Unis, c'est très simple, il y a un standard et ils ne sont pas flexibles. Et pour pouvoir avoir votre licence, eh bien, il faut passer le médical, passer la théorie, passer les vols, passer un oral et ensuite passer l'examen. Et ensuite, derrière, il faut proroger votre licence. Donc votre licence, si vous ne la prorogez pas, ne vous permet pas de voler. On en parle souvent sur cette chaîne. D'un côté, vous avez l'expérience. De l'autre côté, vous avez la currency, votre expérience récente. Pour pouvoir emmener des gens en vol, il vous faut une currency, une expérience récente sur type. Et en plus de tout ça, par exemple, en France, tous les 2 ans, vous devez revoler avec un instructeur pour qu'il vous proroge votre droit d'emport. Ça ferait pas de mal dans la voiture d'ailleurs, tout ça. Pourquoi? Eh bien parce que l'aviation, c'est directement lié à la maturité, à la responsabilité et au niveau de standard. Pour que ça marche, il faut un très haut niveau de standard. Et les gens, naturellement, eh bien s'ils ne sont pas ralignés, vont avoir tendance à perdre par rapport à ce standard. En français dans le texte, on ne fait pas confiance aux gens pour se maintenir au standard. Donc on vient régulièrement le réévaluer. Dans la chasse embarquée, tous les mois, il fallait refaire un simulateur panne sur Rafale. On vous raligne au standard. Dans l'aviation de ligne, ça va être tous les 6 mois à 1 an et vous allez repasser au simulateur, montrer que vous savez gérer une panne, vous allez vous rentraîner, vous remettre au standard, prouver à vos collègues que vous êtes toujours au standard. Cette notion de standard est extrêmement importante et c'est d'ailleurs un des gros de notre travail chez Débrief dans le monde de l'entreprise, on amène tout ça. Mais pour résumer, le standard dans l'aviation, c'est quoi? Il vous faut le médical, il vous faut votre licence. Par exemple, dans le cas de Monsieur Savant, il faut son brevet de pilote hélico. Il vous faut la qualification vol de nuit et après derrière, donc tout ça c'est l'expérience et les certificats, il vous faut la currency, l'expérience récente. Notre pilote n'a pas tout ça, mais il va décoller à 18h13 alors que le coucher de la nuit est à 18h23 de Kinder en Louisiana pour aller du côté de Lake Charles Chennault International, environ 3 km dans un champ pour aller au restaurant. Il fait son transit aller, là, 13 minutes de vol à 800 pieds, tout se passe bien. Il redécolle à 20h54. Ce coup-ci, il monte plus haut, 1300 pieds. Il doit faire beaucoup plus noir pour avoir volé dans cette région. Beaucoup d'arbres, pas beaucoup de lumière, que quelques routes. Et il est tranquillement à 1300 pieds. Or, à partir de 21h, il va se mettre à partir en virage. Virage à gauche, après virage à droite. Et il va se mettre à faire des virages très serrés. Grosse montée d'altitude, grosse descente d'altitude. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il avait un souci technique sur sa machine. Presque envie de vous dire par rapport aux leçons de cet événement, c'est pas le plus important, même si tous les spécialistes vous diront que ça ressemble beaucoup à la désorientation spatiale. Ce qui est encore plus dommage en hélicoptère, sachant qu'en hélico, vous pouvez plus facilement vous arrêter qu'en avion. En tous les cas, pour faire des virages comme ça, c'est soit que vous essayez de survoler chez quelqu'un et de faire coucou, mais c'est peu probable vu la trajectoire que l'on voit, soit, eh bien, c'est effectivement que vos gyroscopes internes ne savent plus trop où ils habitent. C'est un événement qui a fait beaucoup de morts dans l'aviation, civile, militaire, amateur, mais également professionnel. L'armée de l'air a même perdu un Rafale à cause d'illusions sensorielles. Les Japonais ont perdu un F-35. En F-16, c'est arrivé. Je connais des personnes en Rafale à qui c'est arrivé. Heureusement, ils ont pu récupérer. Mais on a tous déjà eu des illusions sensorielles. De nuit, c'est très compliqué. On n'est tout simplement pas fait pour voler. Donc il y a une méthodologie, il faut croire les instruments. Et ça demande une formation, un standard, une méthodologie, une currency. Donc on a vu les faits. On a vu que le pilote n'était pas qualifié. Numéro 3, on se demande comment le pilote a pu faire assurer son hélicoptère. Il y a de grandes chances qu'il ne l'était pas du coup. Parce que je ne vois pas un assureur vous assurer si vous n'avez pas la licence. En numéro 4, eh bien on voit qu'aux États-Unis, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de souci. Regardez le cas de Trevor Jacobs qui avait abandonné en vol en simulant une panne moteur son avion pour faire des vues sur Internet. On voit quand même qu'il y a des cas assez bizarres. On a également eu un cas avec un amérissage qui a eu lieu où les gens ont suspecté les personnes d'avoir volontairement améri pour pouvoir filmer la totale et faire des vues. C'est quand même pas vraiment ce à quoi on était habitué dans l'aviation traditionnelle, j'ai envie de vous dire, qui est un environnement où les commandants de bord sont des gens très responsables, qui ont conscience du privilège qu'ils ont de pouvoir mettre en œuvre un avion, qui font preuve de maturité et qui ont conscience de leur impact. Impact vis-à-vis des passagers, mais impact également qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des gens au sol qui n'ont rien demandé s'ils ne font pas correctement leur travail. J'aime beaucoup la phrase « Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ?» Avoir conscience que l'aviation, c'est le vol se prépare en amont pour mettre toutes les chances de son côté parce que c'est notre responsabilité fondamentale en tant que commandant de bord.
rien laisser au hasard, ce qui permet derrière de ne pas avoir de regrets, et il y a de grandes chances que ça évite pas mal d'accidents. Alors maintenant, tout ça, il y a quand même des leçons assez intéressantes à en tirer. On a travaillé récemment, et on le sortira dans quelques semaines, sur le crash en région parisienne avec un petit avion, un PR-28, où il y avait 2 passagers payants à bord qui n'avaient rien demandé, qui avaient acheté sur Internet leur vol. On leur avait dit, vous allez voler avec un pilote professionnel. Et ils ont été emmenés par une pilote PPL qui volait en baptême de l'air pour rendre service à son aéroclub. C'est ce qu'elle avait compris, mais c'était hors cadre réglementaire complet. Les comptes rendus d'enquête du BEA ou du NTSB ne sont pas là pour faire condamner les gens, ils sont là pour faire progresser la sécurité. Et ce qu'on voit ressortir depuis quelques temps, c'est ça, c'est on a un cadre réglementaire qui est ce qu'il est pour la sécurité, qui n'est pas flexible, encore une fois pour nous permettre de mettre en œuvre en toute sécurité les avions sans mettre en danger des personnes au sol. Mais on voit que certaines personnes n'ont pas l'air de comprendre ou font semblant de ne pas comprendre le cadre réglementaire. C'est tout simplement inadmissible. Le dernier espace de liberté qui nous reste vraiment dans l'aviation, ça va être le monde de l'ULM. Le monde de l'ULM, il y a quand même un cadre réglementaire qui existe, mais il est beaucoup plus souple que ce qu'on peut trouver à côté. Et là, c'est pareil, et je pense que c'est la grosse leçon à retenir de ce crash de R44. Les textes ne sont pas là pour nous embêter, ils sont là pour garantir la sécurité des passagers, des gens au sol, de notre avion et également du pilote. Voler sans licence est absolument criminel. Et à un moment où on voit qu'en Australie, ils sont en train de réfléchir à donner des permis spéciaux pour les personnes qui conduisent des supercars, et sachant que Monsieur Savant était dans le business de l'automobile, je pense qu'il est très intéressant de faire vivre la mémoire de ce crash de R44 le 1er novembre dernier en Louisiane, afin de ne jamais oublier pourquoi nous avons des licences, pourquoi il faut les mériter, pourquoi il faut les maintenir et faire sa prorogation, et que si vous partez en vol sans avoir prorogé votre licence, ou que vous emmenez des passagers sans avoir l'expérience récente nécessaire, vous faites honte à l'aérien, vous mettez la vie de gens en danger, et vous allez peut-être devenir un assassin. C'est vrai dans l'aviation, mais c'est également vrai en voiture. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, fly safe, avec votre médical, et avec votre licence à jour.